Alors, cette table ronde deuxième mi-temps est assez liée à la première. C'est une sorte de continuité. D'ailleurs, voilà, des propos qui ont été tenus, je pense que chacun, l'un et l'autre, pourrait réagir. Donc, pour gagner un peu de temps, je pense que les deux intervenants, je n'ai pas besoin de les présenter outre mesure. Ils sont connus, reconnus, etc. Je rappellerai simplement que Éric Nolot a publié en 2006 un ouvrage qui s'intitule « Pourquoi le football ?» Hein, c'est ça? Il n'est jamais paru. Il n'est jamais paru? Pourquoi? Non, je viens de publier un livre qui, lui, est paru, qui s'appelle « Quand la coupe déborde », mais j'ai un livre fantôme dans ma bibliographie qui s'appelle « Pourquoi le football » et qui n'est jamais paru. Donc mais ça ne m'a pas empêché qu'on m'a posé des questions à son sujet. Donc, mais on est là pour parler du foot, pas du système médiatique qui est intéressant aussi. Bon, et Pascal Blanchard, dont vous avez pu prendre connaissance de l'exposition et puis de la série Champion de France, qui a donc notamment pas mal travaillé sur le football, notamment en lien avec les questions d'immigration et de colonisation. Alors là aussi, quelques mots plus rapides aussi d'introduction concernant la culture. Donc le football, c'est une question que je pose à l'un et à l'autre, est-il un élément partie prenante de la culture? Pendant longtemps, on l'a mis de côté, c'était considéré comme un fait à part. Il semblerait qu'aujourd'hui, ça devienne, et soyons-en peut-être satisfaits, un élément à part entière imprégné de culture et intégré à la culture. On le voit à travers les hommes politiques, on l'a vu tout à l'heure, qui sont de plus en plus investis dans les faits footballistiques, peut-être trop, hein, c'est la question qu'il faut se poser, puisque je crois que sur le cas Rabiot, il y a eu des investissements politiques, notamment de la part du président de la République. Et je rappelle simplement que jusqu'à ces dernières années, dernières décennies, les hommes politiques étaient intéressés par le football simplement au moment de la finale de la Coupe de France. Hein, on a une glorieuse image du général de Gaulle en 67, finale Lyon-Sochaux 3-1, où il reçoit le ballon, il le renvoie et ça s'arrête là. Hein, donc il n'a pas assisté à toutes les finales. Donc le fait politique s'est investi dans le football d'une manière extrêmement importante. Donc ça, c'est une première question que je pose à l'un et à l'autre. Et pour aller un peu plus loin aussi, existe-t-il un patrimoine du football aujourd'hui? C'est-à-dire que finalement, peut-être, ça nous amène à réfléchir sur le fait qu'en France, il existe ou pas une culture du football, au sens où on se retrouve autour de ces faits, notamment en balayant le passé. Ces formes de patrimoine seraient-elles sous la forme de traduction artistique? Je pense à des statues qui ont pu faire polémique, et là plutôt pour Pascal, la fameuse statue du coup de boule de Zidane en 2006, de Adel Abdesmed, qui a pas mal provoqué de polémique. Voilà une traduction artistique et culturelle d'un fait de jeu qui a eu une certaine importance et qui a dit des choses sur la société française, aujourd'hui acheté par un grand collectionneur d'art qui est François Pinault, voilà, un élément qui peut-être fait partie de la culture. Est-ce que ce sont des objets? Bon, à Nice, il y a le musée du sport qui regorge d'objets dans ce contexte-là. Le ballon de 98, par exemple, ça a une valeur, ça a une teneur émotionnelle très forte. Est-ce que ce sont des œuvres? Je rappelle Nicolas de Staël, par exemple, hein, et les footballeurs du Parc des Princes, ça date quand même de 52, donc c'est pas tout à fait récent dans ce contexte-là. Et moi, je voudrais simplement, pour lancer la discussion entre l'un et l'autre, parler d'un exemple qui me semble emblématique et qui, là, nous permet de nous rassembler. C'est le fameux match de Séville de 82, qui est un patrimoine en soi. Hein, ça fait rire Renaud Dely, mais effectivement, le 8 juillet 82, je le dis tout simplement parce qu'il va se produire un événement culturel à Colombes le 2 juin. C'est une annonce que je fais sans être forcément partie prenante de ce fait, mais c'est donc le théâtre de Colombes qui organise un rejeu du match de 98 avec des acteurs, hein, sous la direction de l'artiste Massimo Furlan, où deux commentateurs de Canal+, Hervé Matou et Stéphane Guy, vont commenter le match avec des acteurs. C'est-à-dire que les 14 acteurs vont jouer les 14 joueurs de la finale, titulaires et remplaçants. Donc il y a quelqu'un qui va jouer Platini, quelqu'un qui va jouer Battiston, et on rejoue le match. Sans les Allemands. Hein? Sans les Allemands. Sans les Allemands. C'est pour ça qu'on va gagner cette fois-ci. J'espère qu'on va gagner. Et simplement dire que ce match est un match qui a suscité de multiples création artistique, théâtrale, littéraire, un roman policier qui s'appelle Jeudi Noir, hein, de Michael Mansion, etc., etc. Donc je ne vais pas prendre de temps pour dire ça, mais simplement, voilà, ce match est une sorte de balise patrimoniale qui montre bien que le sport entre dans la dimension culturelle avec force. Et enfin, une dernière question que je pose à chacun d'entre vous aussi. Le football produit-il des formes esthétiques particulières, propres à ce jeu, qui vont nous faire ressentir des émotions qu'on ne ressentira pas ou différemment devant une œuvre d'art, un tableau par exemple, un film ou autre. Donc est-ce qu'on peut, averti ou pas, est-ce que par exemple, on dit souvent qu'un profane va dans un musée, il va voir une œuvre d'art, il va tomber en
en émoi devant cette œuvre d'art? Est-ce qu'on peut tomber en émoi sans être un amateur de football devant un match de foot ou devant un geste footballistique? Éric Nolot. Alors j'aurais dû prendre des notes parce que... Il a posé 11 questions. Oui, 11 questions, mais enfin, le nombre est intéressant. Non, moi je pourrais commencer par dire d'où je parle, hein, comme on disait dans le temps. Je vais prendre une métaphore animalière. Si vous élevez un chien et un chat séparément et que vous les mettez en contact l'un avec l'autre, ça va mal se passer. Si vous les élevez ensemble, ça va très bien se passer. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai découvert en même temps le chien du football et le chat de la littérature. Donc je me suis passionné pour les deux en même temps. Si bien que je suis très très mal placé pour en parler de manière théorique parce qu'il s'agit de données immédiates de mon existence. Donc pour répondre à votre question très précisément, même si ce n'est pas une émotion exactement de la même nature, en tout cas c'est une émotion de la même intensité pour moi de lire Proust ou Musil ou de regarder un grand match de football. Donc pour moi il n'y a aucune différence. C'est pour ça que mon livre commence par un aspect assez polémique. Je comprends très mal, je ne comprends même pas du tout ce que dit Michéa, un penseur que, Jean-Claude Michéa, un penseur que par ailleurs j'apprécie, qui dit au fond, les intellos qui se passionnent pour le foot, c'est faux, c'est bidon, ils cèdent à des effets de snobisme ou de mode. Non, pas dans mon cas, et mon cas est loin d'être isolé. C'est des cas de millions de personnes qui ont découvert ces deux passions en même temps. Moi, j'ai été joueur du dimanche pendant 15 saisons, mais en club. C'est-à-dire c'est assez sérieux, vous faites 2 entraînements par semaine, un match le dimanche. Bon, malheureusement, pour qu'il y ait des grands champions, il faut qu'il y ait des footballeurs moins doués en masse, et je faisais partie de cette masse. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, bien sûr qu'il existe un patrimoine du football. Il y a d'abord le patrimoine des archives télévisées ou cinématographiques, tout ce qui a été accumulé au fil des ans. Puis dès qu'on commence un peu à chercher, on voit d'ailleurs qu'il y a des images assez lointaines, donc on peut se faire une idée, d'ailleurs d'assez bonne qualité, parfois de manière surprenante. Et puis il se constitue petit à petit un patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages sur le football. En effet, il y a une statuaire du football. Il y a des films sur le football, c'est pas le plus réussi, c'est assez rare de trouver un bon film sur le football, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a des pièces de théâtre qui sont quand même tout à fait honorables. Et donc, je pense que le football peut devenir un objet culturel. Et ce que j'ai découvert dans mon livre, c'est un phénomène assez étrange, c'est qu'à l'origine, je parle de la première moitié du XXe siècle, en effet, football et culture étaient très liés. C'est-à-dire les gens qui écrivaient sur le football le pratiquaient, c'était des intellos, des journalistes, et sans doute à cause de la professionnalisation, ces deux univers ont dérivé l'un de l'autre, au point que moi, quand j'ai dit, quand j'étais gamin, que je voulais être journaliste sportif, c'était la consternation dans ma famille, parce que être journaliste sportif, c'était la honte totale, quoi. C'était les gens qu'on voyait à Stade 2 le soir, et mes parents étaient assez consternés, et ma famille plus généralement. Et petit à petit, j'observe que maintenant, ça se rapproche à nouveau, que ça donne des œuvres intéressantes et des œuvres parfois majeures. Je pense à Chant furieux de Philippe Bordas, dont il est question dans mon livre, évidemment, qui est un très grand texte sur Zidane et sur le football. Je cite beaucoup Esterhazy, qui a fait un très bon livre sur le football. Toussaint en a fait aussi, etc., etc. Et plus le temps passe, et plus les œuvres intéressantes s'accumulent. Là, je me suis limité à la littérature, mais c'est le cas de l'art en général. Donc, enfin, on peut marcher sur nos deux jambes, intello d'un côté, amateur de foot de l'autre, parce qu'au fond, je ne fais pas de grande différence entre les deux. Sans en avoir honte, honte du tout. Pascal. Ah oui, je pense qu'on est rentré dans une génération qui est assez étonnante, c'est que le football fait patrimoine, en fait. Jusqu'aux années 80, c'était pas un univers, sauf pour quelques exceptions, un univers où on se mélangeait avec l'élite, comme si le foot était fait pour les classes populaires, pour les nations, pour les affrontements, pour le petit peuple, et pas forcément fait pour les élites. Ce n'était pas bien vu pour un homme politique, pour un artiste, soit de le revendiquer, sauf pour quelques-uns, des grandes plumes que l'équipe a eues par exemple, et d'autres, mais c'était des exceptions. Et quelque part, ces exceptions faisaient d'une marginalité une forme de style presque. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est et la mondialisation du football via les médias, et le fait qu'une nouvelle génération, ce que j'appellerais la deuxième génération du foot, s'est emparée de ces thèmes-là, et maintenant on est arrivé à la troisième. Je notais un artiste comme Omar Victor Diop, par exemple. C'est cette affiche que vous avez, qui est très belle, où on voit Bellet, qui est le premier député noir de la République. Il l'a fait en contemporain, et on le voit posé sur un ballon de foot. Et il dit, Bellet est une star en 1793 dans la République, premier député noir, comme aujourd'hui les joueurs noirs de foot sont des stars. Tout le monde comprend le code. Tout le monde a compris parce que les joueurs de foot sont devenus des stars mondes, mais aussi des stars nationales. On a beau tout dire sur le fait qu'ils n'ont pas une responsabilité politique pendant 2 plombes, mais mine de rien, Benzema, c'est 10 fois plus de followers que Macron. Donc sa parole, exactement, 10 fois plus, pile poil.
2,2, tu peux vérifier, j'étais sûr que tu allais me poser la question. 2,2 pour Macron, 28 millions pour Benzema. Non, j'en ai 51 millions pour tout Benzema, j'ai tout noté avant que tu me le dises. Instagram, Twitter, Facebook. Poursuis ta... Donc ça veut dire quoi? Perturbatrice. Ah ouais. Ça vaut la vérité. Et non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur rôle, le football, et le football d'ailleurs je ne mélangerai pas avec le sport, attention, parce que la politique et le sport, ça a toujours existé. Owens, tu en as souvent parlé, Mussolini et 34, la place des sportifs noirs en 36, la symbolique que ça a eu, des Coupes du Monde, on l'a vu aussi que Sochi amène la Crimée pour Poutine. On sait bien que le politique et le sport, ça a toujours fait très mauvais ménage ensemble, mais en tout cas bon ménage politique, parce que le sport est une manière d'exister politiquement. Maintenant, que les artistes, les intellectuels, quelque part s'irriguent par le sport, c'est une histoire de génération. C'est-à-dire que nous sommes une génération qui a grandi avec le foot, qui était devenue une norme. Ce n'est pas parce qu'on venait d'un quartier populaire, ce n'est pas parce qu'on jouait forcément au foot, mais nous avons grandi avec une télévision qui est devenue une télévision footballistique. Et donc nous sommes grandis avec quelque chose qui est devenu banal dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'était pas désigné du doigt quand on s'intéressait à ces questions. Donc les artistes de cette génération-là peuvent écrire dessus, peuvent faire du théâtre, peuvent faire des œuvres d'art. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis en plus, faisant patrimoine, on va au musée. Tu as cité le musée de Nice, mais la plupart des grands clubs aujourd'hui ont des musées. C'est-à-dire que l'objet patrimonial, moi je me rappelle d'un joueur qui s'appelle Kossou, qui vit à Marseille, il avait gardé ses chaussures. Là, il commence par la phrase en disant « Monsieur Blanchard, j'ai gagné la Coupe du Monde ». Ah, Monsieur Kossou, vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde parce que dans les années 50, il dit « Oh, vous rigolez, la Coupe du Monde militaire ». Et il me sort à Marseille, tu sais, sa petite calotte, il va me chercher les chaussures qu'avait gagnées, et c'était un objet de patrimoine. Lui, il le vénérait, et dans 20 ans ou dans 30 ans, ce sera certainement dans un musée, comme on va aujourd'hui voir le musée de l'OM et d'autres. Et alors là, c'est des aficionados qui aujourd'hui les regardent avec des yeux qui brillent, parce qu'ils comprennent la symbolique d'un match, la symbolique d'un lieu, la symbolique d'un objet. Peut-être pas encore tout le grand public là-dessus. C'est-à-dire que tu n'es pas encore à avoir une paire de chaussures au Louvre. Il y a encore une distinction entre œuvre et œuvre. Ça viendra? Oui, le musée qui fait une expo, mais on est encore là dans un musée d'art et tradition populaire. C'est pas généralisé dans les yeux des gens, mais ça viendra. La génération Zidane, ce qu'il amène, la sculpture, qui pour moi reste une anecdote artistique. Ce qui est beaucoup plus courant, c'est quand on voit aujourd'hui la culture monde des jeunes créateurs, des peintres, des affichistes, des dessinateurs, des graphes. Alors là, ils ont totalement digéré le truc. C'est-à-dire que le football fait autant partie de leur monde que n'importe quel élément de notre environnement, parce qu'il est devenu essentiellement un de nos éléments de la culture. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas d'accord sur un match, tu vas pouvoir en entendre parler autour de toi, donc tu vas te faire une culture, que tu le regardes d'ailleurs ou pas. Car tu remarques qu'il y a même des gens qui sont capables de parler d'un match et d'une équipe sans jamais regarder les matchs de foot. C'est là où le football a transcendé complètement le présent. C'est qu'il est devenu d'abord un objet de société. Et il y a des gens qui vous parlent de foot pendant des heures et qui ne vont jamais au stade. Et qui ne regardent pratiquement jamais la télé. Et qui ne vont s'intéresser au mieux qu'à une finale exceptionnelle. Et encore, il ne faut pas qu'elle tombe un samedi soir. Moi, ce soir, je négocie encore avec ma femme et je pense que j'ai perdu. Parce que c'est des données aussi sociologiques. Tout, là, les gars, désolé. Toi, tu es triste quand il n'y a pas un match, mais bon, moi, j'ai pas le choix. Dire, voilà, il est samedi soir. Chacun met ses priorités où il veut. Hein, Mais tout ça fait partie de notre vie. Partie de notre vie, notre génération ne se pose plus ces questions-là. Donc, les artistes s'en sont emparés. Et je dirais même que ce qui devient intéressant, c'est que le sport, et le football particulièrement, devient aussi un objet qui fabrique une culture nouvelle. C'est-à-dire que les athlètes que vous avez aujourd'hui sont eux-mêmes des objets de mythologie publicitaire. Ils deviennent des icônes dans la publicité. Ils deviennent des objets symboliques. J'étais avant-hier avec le fils de Lilian Thuram, cheveux roses. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, attends, si tu ne te distingues pas, t'es plus une icône. Ils se fabriquent eux-mêmes comme des icônes. C'est-à-dire des individus vivants sont des icônes. Et sur les terrains, ce sont des artistes. Et ils sont regardés comme ça par des millions de jeunes. C'est la nouvelle génération. Vous remarquerez, c'est le seul sujet qui a réussi à faire les 3 grandes générations médiatiques du siècle et qui continue à durer. Tous les autres vont disparaître. Nos gamins ne regardent plus la télé. Ils regardent les matchs de foot ailleurs. Mais ils regardent les matchs de foot comme notre génération. Et nos grands-parents regardaient les matchs de foot à l'époque au stade. C'est l'un des rares éléments qui, quelque part, a réussi à survivre sur les 3 grandes générations. Années 30-70, 70-2000, 2000-2020. mais pas vraiment de la même manière dans les Non, c'est pas médias. grave. Oui. L'objet match de foot l'objet. a duré. Alors après, ils prennent des nouveaux médias, mais ils se regardent de la même manière, on en parle pareil, on crie, et on continuera à crier. Hein. Même si on ne veut plus crier, on Mais Pascal, continuera à juste une chose. Est-ce que il peut-être faire une distinction, je ne sais pas si on peut partir là-dessus, sur l'idée que le foot en soi est une forme artistique. Oui. Hein, et peut-être dire qu'est-ce que vous en pensez sur cette dimension artistique du football. Qu'est-ce que c'est? Un match de foot est une œuvre d'art, comme par exemple ce match de Séville, un moment de football, un geste, une occurrence, ou un joueur en soi, comme Zidane ou Messi ou d'autres.
Et après, il y a les traductions artistiques du football, comme par exemple, et puis aussi, il y aurait presque un troisième élément, c'est de mettre en correspondance des formes artistiques. Moi j'ai assisté hier, il y avait Brieux Ferraud qui était là, à la table, qui a organisé en 2016, au moment de l'Euro, à la Philharmonie, une retransmission du match Croatie-Espagne avec les élèves de la Philharmonie. Donc ils jouaient à la Philharmonie en même temps que le match était diffusé. Donc un concept à la fois médiatique et artistique. Mais même, regarde Costa Rica, je ne sais pas si tu te souviens, l'opéra qu'il fait à Bastille. Oui. Sur le temps des Gitans, à un moment, tu as 4 minutes, en plein opéra, l'opéra Bastille, c'est Maradona. Et tu suis toute la remontée sur le terrain. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fera l'année d'après son portrait de Maradona. Mais là, ça, on ne le faisait pas avant. Ah non, non, je pense que, il faut le vérifier, mais que dans un opéra, mais du temps de Ben Barek, il n'y a jamais eu d'opéra avec Ben Barek, avec Trésor, avec Adams, avec Pelé, j'en ai pas souvenir. Ah, c'est vrai. Là, il rentre à l'opéra. On peut le dire. Et il s'intègre dans Presque l'opéra sûr. du temps des Gitans. Tu vois, ça devient un objet artistique. Mais attention, c'est pas tout le match qui est artistique. C'est des moments d'exception qui deviennent des moments. Il y a des matchs qui sont des œuvres d'art. Non, oui. Non, mais Par la dramatisation. Non, mais le France RFA de Séville, c'est une tragédie, ça c'est sûr. Voilà. Là, c'est la tragédie grecque pure. Quand Platini prend la main de Battiston sur la civière pour sortir du terrain, c'est Achille et Patrocle, quoi. Bon, donc on rejoue ça. Et pour nous, Français, on le revit à chaque fois comme une tragédie grecque, c'est-à-dire qu'on peut revoir le match et passer par les mêmes émotions alors qu'on connaît déjà le résultat. De toute façon, il y a quand même une dimension esthétique. Moi, je suis un chauvin, hein, donc je suis un peu bourrin. Je préférerais toujours l'équipe de France qui gagne en jouant pas très bien que l'équipe de France qui perd en jouant bien. Je suis pas très sensible à ce lyrisme de la défaite. Ah, on a bien joué, mais on a paumé encore. J'ai beaucoup vécu avec ça et j'étais content qu'en 98, on joue un peu moins bien, mais qu'on brandisse la coupe. Ouais, c'est un point de vue personnel. Après, ça ne m'empêche pas d'être sensible à la dimension esthétique. On n'apprécie pas chez un joueur uniquement les statistiques. On apprécie chez Cruyff la dimension d'élégance. En plus, à une époque où, en même temps qu'il driblait, il fallait qu'il pense à éviter les tacles à la carotide de toutes les défenses réunies, parce que les artistes n'étaient pas protégés en ce temps-là. Et moi, ce que j'apprécie chez Zidane, c'est la fusion du football et de la danse classique, quoi. Le fils caché de Pelé et de Nijinsky. Donc j'apprécie ça encore plus que le fait qu'il ait mis, pas plus, puisque je viens de dire le contraire, mais autant que les 2 coups de tête qu'il a mis en finale, là les 2 coups de tête dans le bon sens, qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde 98. Donc évidemment, il y a une dimension esthétique et qui est prise en compte. C'est un spectacle. Le football devient un spectacle. Les tifos sont des spectacles esthétiques. Ce sont des c'est tout le stade et tous les présents deviennent partie prenante de l'œuvre d'art. Mais ça, bien sûr. Mais après, on peut utiliser le football comme référence pour un spectacle esthétique. Je suis allé voir Stadium d'El Khatib à la Colline, où tous les présents, tous les acteurs étaient des supporters de Lens qui racontaient leur histoire, leur rapport très particulier, surtout dans ce club avec le club de leur cœur. Donc voilà. Donc je crois que les deux sont vrais. C'est un spectacle esthétique en soi et c'est un support à spectacle aussi. Et surtout, il y a juste une chose qui est importante, c'est que ça aurait été inconcevable à l'époque où le football était considéré comme hors élite. C'est fini. Comme cette barrière est tombée, un artiste aujourd'hui qui va s'intéresser au football ne va pas lui-même se marginaliser. Bien au contraire, il va pouvoir affirmer une passion, un intérêt, il va même pouvoir être chauvin, ce qui n'était pas forcément présent avant. Parce qu'il y a aussi une différence qui s'est passée. Dans le temps, le football était français, je parle dans le cas français, était soit lié à des grandes industries dans certaines régions de France, soit lié à des partis politiques avec des mairies qui les associaient. Maintenant, les équipes appartiennent beaucoup plus à leurs supporters au sens national. On peut soutenir Marseille en étant à Paris. Ce n'est pas anachronique. Dans le temps, quand vous étiez à Sochaux, vous souteniez Sochaux, point barre. Il n'y avait pas cette association qu'on pouvait avoir avec un club. Déterritorialiser les Très beau, supporters. monsieur Guesto. Bravo. Et donc tout ça fait qu'on peut même devenir passionné en Chine d'un club allemand ou d'un club anglais. Et d'un seul coup créer une passion qui dépasse simplement le fait de l'avoir, la proximité territoriale, le fait d'aller au stade le week-end. Le fait juste de porter un maillot, de porter les couleurs, de se peindre le visage, et on le voit que certaines cultures le font. Le marché des maillots de foot. Exactement. Tout ça fait partie aussi d'une esthétisation qui est nouvelle parce qu'on on choisit son club. Dans le temps, le club, vous choisissez par rapport à un territoire. C'est très nouveau, ça aussi. Et ça, c'est les médias qui l'ont amené. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension supplémentaire qui fait que dans certains cas, l'œuvre d'art que peut représenter un match, ou en tout cas un moment du match, surgit de manière imprévue, impromptue, hein, est-ce que ce n'est pas une spécificité ça, du sport en général, et du football en particulier, que d'avoir cette capacité à créer quelque chose d'artistique sans qu'on... Parce que on parlait tout à l'heure, il y a de la routine dans le football, il y a du quotidien, où parfois il y a un match de 90 minutes où il ne se passe rien. Et c'est l'attente justement d'un geste, Non, mais surtout, c'est le fait de ne pas savoir.
Et le fait de ne pas savoir. Encore, tu peux revoir, comme on vient de le dire avec Eric, tu peux revoir avec nostalgie un match qui est majeur. Je pourrais revoir toute notre vie France-Allemagne, comme on pourrait revoir en 2006, on va toujours pleurer à la fin, il y a des moments 98, de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde des documentaires sportifs. Généralement, on a tous vu les images qu'il y a dedans. Mais on a envie de les revoir avec une explication qui peut être un peu différente. Par contre, l'attente, le fait de ne pas savoir, si tu as sacrifié ta soirée ou pas, que tu vas avoir un moment d'exception ou passer une énorme soirée, c'est ça qui fait aussi la surprise, bien sûr. Mais ça, c'est pas de l'art. C'est le suspense, c'est l'attente, c'est le moment de voir. C'est après que tu peux analyser si ça a été un moment artistique d'exception. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé le ralenti. Non, parce que le principe artistique le plus lié au football, c'est le happening. En fait, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. C'est du suspense, c'est ton attente, c'est pas de l'art, ça. C'est pas de l'art. Alors là, je vais te dire, c'est du parfaitement Hitchcockien, c'est que tu attends, et tu ne sais pas, tu ne connais pas le scénario, tu attends qu'il se passe quelque chose. Et tu as tous les ingrédients en amont, parce que les mecs t'ont pris la tête pendant 5 jours en disant il va se passer peut-être quelque chose si... Ah, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'œuvre d'art surgit dans le football au moment le plus inattendu. Je vais prendre un exemple très simple. La finale 2006 France-Italie, le penalty de Zidane peut être un simple penalty. Il décide d'en faire une Panenka. Ça devient une œuvre d'art à ce moment-là. Parce que d'abord, c'est une citation de Panenka, donc il fait une citation qui est un procédé culturel très fréquent. Et ensuite, il décide, au moment vraiment où c'est pas le moment de faire des fantaisies, il décide de faire ça. En plus, ça passe vraiment d'extrême justesse. Donc le penalty, qui est un moment assez anodin dans un match de football, un peu dramatique, mais assez anodin, il le transforme en œuvre d'art. Même le coup de boule à la fin a un côté... Là, t'as relu l'histoire. Sur le moment, je pense pas que tu t'es dit ça. Ah, c'est beau. Non, mais non. T'as pas dit, oh, c'est beau. Non, je dis pas que c'est beau. Je dis pas que c'est beau. Parce que moi, je reprocherais... C'est le seul truc que je reproche à Zidane, mais je le reprocherai toute ma vie et toute sa vie. On verra qui mourra le premier, de nous avoir fait perdre cette finale. Mais simplement, il y a quelque chose là qui fait irruption, qui est du côté quand même de l'art. Il fait une forme d'art destructrice, mais après tout, il y a eu des formes d'art destructrices. Breton disait l'acte surréaliste, c'est de descendre dans la foule et de tirer au hasard. Ça peut être, ce qui était quand même une apologie du terrorisme. Bon, c'était pas perçu comme ça à la fin, mais Zidane, tout d'un coup, transforme un penalty en œuvre d'art et une altercation en quelque chose d'assez artistique, qui d'ailleurs va donner une statue dont le goût peut être discuté, mais enfin, qui a été perçu également sous le biais d'une œuvre d'art. Voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça. Qui peut vraiment être discuté en termes de goût, mais qui est très symbolique parce qu'il a fabriqué aussi un instant de mythe. C'est-à-dire que toute notre vie, on en parlera. Bien sûr. Et je pense que dans les 300 documentaires à prévoir au XXIe siècle qui parleront de l'équipe de France, il y aura toujours ce coup de boule, cette image. Je pense que les droits FIFA vont être très heureux à chaque fois à revendre systématiquement la même image parce que tu es rentré aussi dans une image qui est devenue historique. C'est comme le match France-Algérie, qui n'a strictement aucun intérêt footballistique. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, se souvient, je pense, même d'une action footballistique en tant que telle. Par contre, ce match est rentré dans l'histoire, pour sa symbolique, pour tout ce qu'il signifie derrière, pour Lilian qui a failli en éclater à un moment, pour tout le monde qui est sidéré, notre ministre des Sports qui a l'air de parler dans le désert pour essayer de dire « mais calmez-vous », c'est rentré dans l'histoire. Donc tu as aussi ça. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que de l'art dedans. Il y a un moment d'histoire, il y a un moment de presque une intensité, quelque chose aussi qui nous touche à nous parce qu'il y a un nationalisme dans le football. Alors soit c'est la passion d'une équipe, soit c'est la passion d'un pays, mais tu as tout ça qui se met en branle. Et à un moment, ton énervement, ta sueur, tes cris du moment, c'est ça que tu vas en permanence garder. C'est pour ça que je dis qu'il y a autre chose que seulement de l'art. On peut après apprécier un beau geste chez l'adversaire. C'est autre chose. Là, le beau geste, pour moi, devient presque artistique quand il est de l'ordre de l'exceptionnel. J'ai un bon exemple de Turin. Lorsque Ronaldo marque son but à Turin, les supporters de Turin applaudissent. Ouais. Donc là, tout de suite, là, ils applaudissent le beau geste. L'esprit partisan est un peu, le temps de quelques minutes, éteint, par un geste. L'œuvre d'art surgit dans le foot. Moi, un autre exemple, la Panenka de Zidane, j'en ai parlé, mais l'exemple de Pelé, qui décide de se désintéresser du ballon face au gardien tchécoslovaque, il y a une intuition artistique. C'est-à-dire qu'il peut faire un geste footballistique anodin, prendre la balle marquée probablement d'ailleurs. Finalement, il ne le marquera pas en plus. Donc ça, c'est assez beau. Il y a une sorte de gratuité artistique dans ce que va tenter Pelé, qui est un des plus beaux gestes, une des plus belles actions qu'il ait faites et qui ne se concrétise pas par un but. Donc il décide de sortir du football pour entrer dans le champ, de sortir du champ footballistique pour entrer dans le champ artistique. Après, sur le deuxième point que j'évoquais, c'est-à-dire la base d'œuvres d'art, il y a quand même des grandes réussites. Moi, je parle d'un match qui est resté aussi mythique dans la Coupe du Monde, c'est le Corée du Nord-Italie de 66, quand les Coréens du Nord, à la surprise, mais à la stupéfaction générale, battent donc les Italiens. Et il y a maintenant une œuvre d'art
qui est l'empreinte du soulier du Nord-Coréen, qui est exactement à l'endroit d'où il a déclenché le tir. Mais comme le stade n'existe plus, l'empreinte est au milieu d'un ensemble résidentiel. C'est-à-dire tous les gens passent tous les jours devant cette sculpture qui rappelle cet instant. Moi, je trouve que voilà, et l'œuvre est vraiment de grande qualité esthétique. Après, ça peut devenir de l'art très kitsch. Le coup de boule, la statue est assez kitsch. Quant à la statue de Ronaldo à l'aéroport de Madère, c'est une monstruosité absolue. Donc, ça peut donner des choses très diverses. Mais l'art et le football ont partie liés. Donc, les opposer, pour moi, n'a aucun sens. Pascal, je voulais te poser une question en tant qu'historien, justement. Il me semble intéressant ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a peut-être une temporalité à mettre en avant. Aujourd'hui, les joueurs de football, depuis aujourd'hui 10-15 ans, seraient plus amenés à être traduits par des artistes, par des formes artistiques. Est-ce qu'il y a une sorte d'injustice, en quelque sorte? On a des héros de football des années 20-30 qui pouvaient être d'excellents footballeurs et qui n'ont pas eu cette capacité à être dans l'époque qui fait qu'il s'ouvre aux formes artistiques. Peut-être que Zidane, vous en parlez tout à l'heure, c'est peut-être le footballeur le plus mis en art. Hein. Il y a le fameux film Zidane, portrait du 21e siècle, là, qui raconte un match de foot où il y a 20 ou 30 caméras sur Zidane pendant 90 minutes, enfin pas 90 minutes, parce qu'il est expulsé pendant ce match. Donc voilà, le film ne dure pas comme souvent. Voilà, hein. Et donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une injustice de l'histoire? C'est pas une injustice. Ils sont entrés dans un temps médiatique pour tout le monde. Le temps médiatique des footballeurs et le temps médiatique de tout le monde, y compris des artistes. Vous avez des artistes, des très grands chanteurs d'opéra qui auront été écoutés par, allez, peut-être 100 000 personnes au début du siècle et qui aujourd'hui vont être écoutés par 3 milliards de personnes grâce à Internet. Ok. De là à en avoir une frustration, je ne suis pas persuadé. Il est évident qu'en termes de salaire, en termes de reconnaissance, en termes de show même à l'intérieur, on le voit bien, eux-mêmes se mettent en scène. Je veux dire, maintenant, ils sont leurs propres artistes de leur image. Ils sont sur les réseaux sociaux capables eux-mêmes de danser, de jouer. Donc tous ces talents, tu ne peux pas les comparer parce qu'en fait, tu n'as pas les mêmes outils que l'époque. Mais tu as eu des grandes stars. Tu sais comme moi qu'à Ben Barek était une star immense. Il aurait peut-être été très mauvais sur les réseaux sociaux. Vu timide comme il était, il n'aurait pas du tout été une star. Aujourd'hui, tu avais interrogé Ben Barek. Marius Trésor, c'est pareil. Marius Trésor, c'est le mec, quand tu le prends en interview, c'était toujours... Tu fallait presque tendre l'oreille pour l'entendre. Ils n'auraient peut-être pas été très adaptés à nos... Aujourd'hui, une star, elle doit être à la fois un grand joueur et sacrément médiatique. Et se construire son image. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, c'est pas grave. Ibra s'est fabriqué une image totalement incroyable, dont il est même certainement le propre auto-créateur de cette image. Et c'est ça qui compte au final dans notre génération. C'est qu'ils ont compris le sens d'aujourd'hui. À l'époque, un boxeur comme Baklinsky, quand il devient champion du monde, il a que la radio 2 minutes pour exister au regard de l'histoire. Mais c'est valable pour tout. Voilà. Vous regardez, moi j'aime bien le faire, des vieilles émissions d'apostrophes, et vous voyez à quel point les codes de la communication n'étaient absolument pas intégrés par les écrivains de l'époque, qui d'abord trouvent un peu honteux d'aller à la télé, défendre leur travail. Picole et fume en plus. Oui, Picole et fume, voilà. Et puis on voit même quelqu'un comme Barthes, qui a une attitude tout à fait timide, parce qu'il ne sait pas trop comment manipuler la télévision. Maintenant, c'est fini cette histoire. Ils apprennent dès le plus jeune âge à communiquer. Les clubs d'ailleurs leur apprennent un peu. Il faut dire qu'à un moment, c'était vraiment catastrophique. Non, la société de communication s'est imposée à tous, et ce qui vaut pour le football vaut pour les écrivains, vaut pour aussi les hommes politiques. Mais tu sais, le film qu'on avait fait en 2008 sur les Noirs pour Canal+, les Noirs en équipe de France, je pense qu'aujourd'hui, avec les dernières réactions qu'on a eues, qu'on a fait le film avec Eric Alenzo sur les Bleus, une autre histoire de France, certains nous ont dit « Ouais, mon agent m'a quand même dit un film d'histoire qui aborde la question comme ça. » Je pense que dans 5 ans, on ne pourra plus faire des films comme ça parce que les agents, les clubs leur diront « Tu ne parles pas de ce genre de sujet. Tu dois travailler ton image. Tu dois être ici. » C'est-à-dire que c'est tellement aujourd'hui maîtrisé. Oui, voilà. Oui, tu ne feras plus une équipe complète. Moi, il n'y en a qu'un qui m'avait dit non, c'est Anelka à l'époque. C'est le seul. Tous les autres ont dit OK. Ils ont été d'accord en interview. J'aurais du mal à trouver une génération comme ça parce qu'ils sont tellement maintenant précautionneux de leur image, tellement à la fabriquer, qu'elle est sur un sujet qui peut être juste un peu touchy ou un peu mal maîtrisé ou qui ne soient même pas, tout simplement pas eux-mêmes maîtres de leur image. Parce qu'à une interview, quand tu l'as fait pour un documentaire, le gars ne te demande pas de savoir comment il va être dedans après. Il te fait confiance. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça lui aurait peut-être exceptionnel. Et dans 5-6 ans, on aurait du mal à faire le même film. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes des icônes. C'est ça le grand changement. Au-delà d'être des joueurs de foot exceptionnels, ils sont devenus des noms. Leur signature sur une pub suffit à faire vendre un produit. Enfin, d'une manière incroyable. Ça s'est démultiplié. Et eux-mêmes se mettent dans une esthétique incroyable. Il y a des publicités. Regardez aujourd'hui ce qu'on peut voir, vidéos d'ailleurs comme filmées, qui sont véritablement des œuvres d'art avec eux. Parce que ils ne sont pas n'importe qui, ils coûtent extrêmement cher pour un pubard, il a plutôt intérêt à faire une pub qui va marquer et qui va d'ailleurs se distinguer des autres et qui va être capable d'être vue par la jeune génération avec tous les codes et des clips aujourd'hui qui fonctionnent et une esthétique qui est forte et eux-mêmes deviennent des dieux vivants. Voilà. La publicité étant certainement, même ça peut choquer ici, le sommet de l'art aujourd'hui. C'est ce qui est le plus vu.
C'est ce qui est le plus partagé, et avec des codes. Alors là, on va être d'accord ou pas d'accord à ce que je viens de dire, mais les artistes qui font des pubs sont de vrais artistes. Et d'ailleurs, très souvent, ils viennent du milieu artistique pour faire la publicité. C'est pas neuf. Good étant été le premier dans les années 80 à l'avoir fait et l'avoir pratiqué. Et rappelez-vous, les pubs, vous avez encore en tête les pubs avec Grace Jones qu'a fait Good à l'époque. C'était des œuvres d'art. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui se mélange et qui fabrique cette mythologie. Et ça va être de plus en plus ça, avec aujourd'hui un monde interconnecté, et les footballeurs, par définition, étant des stars mondes. Les derniers représentants des nations, connus par tous, parce qu'il y a en plus les gamins qui jouent avec des jeux vidéo avec leur nom. On est aujourd'hui dans un monde, ils sont sur tous les supports. C'est ça aussi qui est exceptionnel. Est-ce que leur corps peut devenir un support, puisqu'il y a le tatouage, les Je questions pense qu'un jour, tu auras des robots qui seront copiés sur des grands joueurs de foot et qui seront des modèles de robotique. Tout à fait. Non, mais à partir d'un certain prix, tu achètes tout, hein, le corps, l'âme. Et c'est un peu normal, je dirais, parce que tu ne peux pas prétendre toucher 1 million d'euros par mois et puis disposer de ta parole. Tu vends tout. Donc quand tu vas les contacter pour un documentaire, c'est pas eux qui vont décider, en effet, c'est le club qui va dire c'est pas bon parce que nous, on préfère que l'image reste, on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Donc c'est le marché. Le marché. Exactement. Et pas que le marché, eux-mêmes sont devenus des icônes. Bien sûr. Donc étant des icônes, ils veulent fabriquer exactement comme un joueur de un rappeur ou un artiste, ils sont devenus dans une chapelle qui a les mêmes codes qu'Hollywood. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les stars aujourd'hui, on pourrait presque, ce sont les stars de cinéma de Hollywood des années 50. De toute façon, il y a la fusion de toutes les tribus du people. Exactement. Toutes les tribus du people ont fusionné, et les footballeurs y ont leur place. Je crois que ce que disait l'autre jour quelqu'un, Ronaldo qui a tweeté juste en ayant mangé dans une pizzeria, je ne sais plus où, ça lui a rapporté au niveau publicité 360 000 €. J'étais halluciné. Toi, tu vas dans ta pizza, tu fais ton tweet, tu vas voir combien ça va te rapporter. Là, t'as compris. Voilà. J'aurais dû courir davantage quand j'étais footballeur amateur, vraiment. Faire ce qu'on a fait, c'est aucun intérêt. Mais c'est ça. Et comme tu as fait des icônes, l'art s'en empare. L'art s'empare toujours des icônes, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. À un moment, c'est ça qui fascine les gens, et c'est ça qui fait vendre la publicité, et c'est ça qui fabrique des mythologies visuelles. Et on en a besoin de toute façon, parce qu'aujourd'hui, nos gamins, quelque part, tu parlais de tes enfants, moi le mien il a 20 ans, le foot fait totalement partie de sa culture, de son présent et compagnie, et ça fait partie des grandes figures qu'ils ont dans leur présent. Sans aucune ambiguïté d'ailleurs. Ils en ont d'autres à côté, mais celles-là font vraiment partie de leur quotidien. Alors, est-ce qu'on en vient, pour tous les deux, est-ce qu'on en vient, finalement, la prochaine étape ne serait-elle pas celle qui ferait qu'on s'interroge plus sur le football? Cette table ronde n'aurait plus lieu d'être, en fait. Le football fait-il partie de la culture? C'est quelque chose, d'après ce que j'entends, de ce que vous dites, est quelque chose qui est en pleine évolution. On est sans doute passé peut-être des débuts du football où la dimension militaire, martiale est un peu omniprésente, comme le sport. Aujourd'hui, les sportifs sont des artistes. La dimension militaire est un peu... Ouais. En tout cas, elle est cachée, même si ça nous amène à cacher ce qu'il y a sous le capot, c'est-à-dire tout le travail du quotidien, le caractère de la rigueur qui reste quand même une obligation. On l'oublie, ça, quand on regarde le spectacle sportif. Ah bah oui, On s'en fout de ça. De toute façon, c'est le propre du spectacle. Tu t'en fiches quand tu vas voir une pièce de théâtre. S'ils ont répété 10 minutes, tant mieux pour eux. S'ils ont dû répéter des années pour obtenir cette perfection, tu t'en fiches. Et au cinéma aussi, tu peux dire c'est à 50 prises ou une prise, peu importe, tu juges le résultat. Donc moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence avec l'art en général, proprement dit. Mais tu as des gens qui viennent voir les entraînements. Ouais. Comme les gens qui viennent voir les répétitions de théâtre. Ouais. Mais c'est vraiment les passionnés. Extrêmement, c'est pas le grand public, ça. C'est une toute petite partie du public. C'est celui qui est au stade et qui vient voir avant. Donc je pense que là, tu touches à un micro-phénomène. Non, par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas parce que le côté artistique, le côté fric, le côté mondialisation arrive, qu'il y a quand même un côté politique qui disparaît. Quand ils arrivent sur un terrain, ce sont les derniers à porter les signes distinctifs du politique. Un maillot, un drapeau, un hymne national, une victoire. Ce que disait Nicolas Bancet dans son livre, du guerrier à l'athlète. Ce sont les derniers qui font encore que les grandes nations s'affrontent. Et il y a aussi ça n'a pas disparu. Il ne faut pas du tout croire que... Parce qu'il y a un écran, plus personne ne pense au football comme un sport lié à l'armée. Va dire ça à Poutine avec la Russie, avec la Coupe du Monde qu'il va avoir. Je parle en France, je parle ici. Attends que la France rencontre... Le seul champion dont on sait qu'il est militaire, c'est Martin Fourcade. Mais attends qu'il y ait un match, un match avec une nation où on a une histoire compliquée. Tu vas voir en Coupe du Monde si le côté nationaliste ne ressort pas. C'est sûr. Militaire, pas national. Mais c'est militaire quelque part. Ça reste militaire. Nous et l'Allemagne, on a fait la paix parce qu'on a joué au foot après. Ok, on a fait 3 guerres, après on dit bon d'accord, on arrête la guerre, maintenant on va jouer au foot. Mais à chaque fois qu'il y a un match, c'est une nouvelle guerre qui commence. Et depuis 82, je vais dire, regarde,
Les gars, l'Allemagne, c'est n'importe quelle équipe. Ah, vas-y, racontez-moi ça. Ah non, bah et pourquoi? Non, moi je dirais du football, c'est juste du foot. Non, je dirais que 82, c'est à la fois l'apogée et l'extinction des grandes haines franco-allemandes. Ça s'est calmé. Non, ça s'est calmé. Parce qu'on a gagné la dernière, attends la prochaine. Non, mais c'est vrai qu'il y a un goût particulier à gagner contre les Allemands, les Italiens, d'ailleurs tout le reste de l'Europe, puisqu'on a été en guerre avec tout le monde. Donc à un moment ou à un autre, d'accord. Non, mais non, c'est plus. Moi, j'ai connu cette époque. Tu peux plus imaginer quand même des gens devant leur écran comme c'était fréquent en 82, dire putain de Bosch, sale Spoons, c'est un peu fini ça. Et heureusement, Erasmus est passé par là, en effet, on a commencé à coucher avec l'ennemi, c'est fini maintenant. Voilà, et ça c'est de manière massive, et c'est ça qu'il fallait faire dès le début. Bon, il reste les Anglais quand même, alors là maintenant... Oui, mais évidemment, moi le tournoi des 5 nations, par exemple, pour sortir du football et parler un peu de rugby, je m'en tape de tous les matchs sauf l'Angleterre, évidemment. Qu'on prenne 50 points contre les Irlandais, je m'en fous, c'est vraiment des braves gens, mais il faut battre les Anglais à tout prix. Donc c'est vrai que ça reste. Mais par rapport à ce qu'on a connu, c'est quand même beaucoup calmé. Heureusement, parce que c'était arrivé à un point vraiment préoccupant. Après, un sport qui intéresse des milliards de personnes est par essence un objet politique. Donc pour chaque pays, il y a des enjeux. Il y a des enjeux dictatoriaux pour une dictature, il y a des enjeux plus démocratiques pour des démocraties, mais chacun en attend quelque chose sur le plan politique. Et évidemment, Poutine... voilà. Et dans 4 ans, le Qatar. Et ce serait une discussion énorme sur le Qatar, parce que la manière dont ça va se faire, on sort de l'art, là, hein, non? Non, on ne sort pas de l'art, parce que le Qatar, aujourd'hui, a acheté 2 modèles au monde pour exister dans l'humanité, c'est le sport et l'art. Oui. Le musée de Doha... La fameuse statue, elle était allée à Doha. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris les grandes icônes du monde pour s'inscrire dans, je dirais, une cosmogonie qui fonctionne. Et rentrer par le football comme rentrer par les musées, c'est une manière de se dire qu'ils sont des pays comme les autres. Mais c'est marrant, ils ont acheté le sport. Rappelez-vous leur équipe, je ne sais plus dans quel sport, je crois que c'est en athlétisme, ou non, handball. Il n'y avait aucun national né dans le pays. Bon, c'est pas neuf, parce que de nos équipes, ça arrivera de plus en plus. Mais là, c'est très symbolique. Le football devient vraiment un objet nationaliste, au sens une nation n'existe. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'avait posé comme jalon Hitler en 1936. L'Allemagne n'a renaît, comme d'ailleurs l'Union soviétique, indirectement avec Poutine, revit à travers les succès des sportifs russes, y compris en étant super dopés et après en dégageant. Tout ça ne disparaît pas. Alors avec des modèles différents, parce que c'est plus les mythes d'hier, avec aussi une instrumentalisation des supporters, avec tout un jeu compliqué, mais une grande nation se doit encore d'avoir un grand rang olympique, par exemple. Ça n'a pas disparu. Enfin, le cas du Qatar est tout à fait particulier, parce que c'est la première fois que l'aspect politique l'emporte à ce point sur l'aspect sportif. Parce qu'on peut dire que c'est scandaleux d'avoir donné la Coupe du Monde en 78 à l'Argentine, mais on ne peut pas dire que l'Argentine n'est pas un pays de football. Donc voilà, au 34, l'Italie, on ne peut pas dire que l'Italie soit pas un pays de football, et même la Russie, c'est un pays de football. Le Qatar, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est des équipes qu'ils ont achetées à l'étranger, mais il n'y a aucune tradition de football, au point qu'il faut construire des stades spécialement, qu'il faut les réfrigérer, qu'on va probablement le faire en hiver et tout. Et puis, tant qu'à donner la coupe à un pays arabe, ce qui est vraiment bien, autant le donner à un pays arabe avec une tradition footballistique, ça ne manque pas. L'Égypte ou le Maroc ou l'Égypte, évidemment, pour les questions de sécurité, c'est un peu compliqué, mais le Maroc, par exemple, qui est candidat à celle d'après, on verra, mais ça aurait été quand même plus logique. Là, le Qatar, c'est vraiment le football dans son stade ultérieur et ultime d'objet politique pur, c'est-à-dire vous achetez le football sur une base inexistante, comme ils ont composé en effet une équipe de handball sur une équipe inexistante et sur une tradition de handball inexistante. Et la France alors, c'est un pays de football, parce que tu as dit la France c'est un pays de football. Oui, c'est un pays de football avec cette nuance que, en effet, il y en a qui en doutent. non, un pays de football, ça, il n'y a qu'à voir. Déjà, qu'il y ait un colloque à la Sorbonne, ça tendrait à prouver que c'est quand même un pays de football, c'est quand même un événement qui n'est pas commun. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, et peut-être qu'on ne sera jamais, un pays de football au sens où l'est l'Angleterre, par exemple, où il y a quelque chose de co-substantiel, comme le rock. Le rock français est tout à fait honorable, mais le rock français, c'est pas encore le rock anglais. Le football français, c'est pas encore le football anglais. Il n'y a pas cette culture. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que je pense que chaque pays développe sa propre culture et sa propre nature à travers une grande équipe nationale. Et le football est peut-être le seul sport qui permet à tous les pays à un moment de développer leur propre manière de se regarder au monde. La France, par exemple, a choisi, Yvan connaît parfaitement cette histoire, donc je vais la pitcher sur 10 secondes, en 1937, la France envoie une mission en Afrique pour se dire, il n'y a pas que les Américains avec leurs noirs qui vont être une grande nation sportive. C'est pas possible. On a 7 fois plus de noirs que l'Amérique et on prend aucune médaille au JO de Berlin. Donc il y a Tintin au Congo qui part avec 2 copains, ils se baladent dans tout le Sénégal, au Mali.
Ils disent, oh, on n'y arrivera jamais. Mine de rien, de cette date-là, va naître une des spécificités françaises, qui est la diversité dans le sport en France. Ça a été voulu, ça a été pensé, tu vois, ça a été structuré. Mine de rien, ça fait partie de notre identité collective. Donc chaque pays va le faire à sa manière. Très passionné pour les Anglais, mais en même temps très technique et très froid. Très chaud avec les Argentins. Très à distance avec des supporters un peu violents pour la Russie. Et ça a toujours existé dans les stades. Comme d'ailleurs en Serbie, la violence nationaliste. Chaque pays va distiller son identité dans son équipe nationale. Est-ce qu'on n'est pas dans les stéréotypes à un moment donné après? Est-ce qu'on va pas dire oh, les Allemands c'est des bourrins, puis finalement on va avoir des joueurs allemands qui sont aujourd'hui des fins joueurs? Nous on n'a pas dit ça, c'est toi qui dis que c'est Ah bon, mais je réfléchis, je t'entends parler. Non. Mais on ne s'y remettrait pas. Ouais. Parce qu'on peut encore les rencontrer, donc on va attendre le match pour le dire. Non. Mais par contre, pour aller dans ton sens, il me semble que j'ai parlé avec des collègues allemands qui m'ont dit qu'en 98, le modèle français s'est exporté ensuite en Allemagne. Exactement. Sur l'équipe multiculturelle. Comme en Suisse. Allemagne et Suisse sont deux équipes qui sont devenues très multiculturelles à la dernière Coupe du Monde. Et ça a d'ailleurs été remarqué par beaucoup d'observateurs. Parce qu'à un moment, tu choisis de le faire ou non. Regardez l'Espagne et l'Italie, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas parce que leur identité n'accepte pas la diversité en équipe nationale. C'est antinomique avec la vision. Balotelli, peut-être. Ouais, Balotelli, t'as vu ce qu'il a pris dans la tronche à chaque fois. Non, mais moi je parlais d'autre chose. Hein. Je parlais de ce rapport passionné et passionnel. Ouais. Je dis qu'on est quand même quelques crans en dessous de l'Angleterre, où il y a quelque chose. Par exemple, je vais prendre un exemple, puisqu'on on parle de football et de culture. Le rapport à la poésie en France n'est pas le même que le rapport à la poésie en Russie ou dans l'ancienne Union soviétique, où il y a quelque chose de co-substantiel. On n'en est pas là, peut-être que ça va venir, mais les Anglais, il y a quelque chose qui coule dans leurs veines qui s'appelle football. Nous, ça reste un tout petit peu plus modéré. Ben, bien sûr. Et vu le modèle qui se développe en Angleterre, ils vont avoir du mal à en gagner une autre parce que les joueurs anglais n'ont plus la place sur les pelouses anglaises. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour eux, ça. Est-ce qu'il y a, oui, je vois que, peut-être une question aussi, bon, on est sur la culture, est-ce qu'il y a un cadre culturel, une forme artistique qui s'adapte le mieux au football? Est-ce que c'est par exemple l'art contemporain, le cinéma, la chanson? Tout à l'heure tu parlais de musique. Hein? Non, vive le... Vraiment, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, la chanson populaire autour des... Quand tu regardes un peu... Tout à l'heure, Johnny Hallyday en 2002, par exemple. Non, mais Pierre Perret, vive le 15, tu vois, ça c'était... Changé, oui. Non, la chanson, c'est quand même un musée des horreurs total. Moi, je pense que le cinéma est un genre qui se développera de plus en plus. Je me rappelle d'un film comme Coup de tête et autres. Je pense que le cinéma est un genre, on a très peu cité là, parce que bon, c'était plutôt sur l'art pictural, mais le cinéma est certainement un des territoires qui a le plus de potentiel par rapport au monde du football. Et c'est là où ça marche le moins. Parce que je pense que les auteurs ne sont pas encore arrivés, qui écrivent autour du football. Tu vois, en Angleterre aussi. Peut-être c'est pas sur le foot proprement dit. Non, il faut le prendre en périphérie et arriver en fin de sujet. Mais ça viendra, et je pense que pour moi, le cinéma est le vecteur qui s'y adapte le mieux parce qu'il peut à la fois montrer des images de foot, raconter des histoires autour du foot, et c'est universel. Je pense que là, il y a une connexion qui va se faire plus que l'art contemporain, où je pense que ça restera, selon moi, très anecdotique. Moi, dans le bouquin, je parle d'une tentative très intéressante d'Adrian Porumboiu, puisque son film s'appelle Match Retour, consiste en la rediffusion intégrale d'un derby de Bucarest, Steaua contre Dynamo, et il le recommente avec son père, qui était l'arbitre de ce match-là, qui est un peu avant la Révolution, ça doit être 87-88. Alors c'est un match absolument sans intérêt. Là, on parlait des matchs où il ne se passe rien, mais alors là, vraiment, il ne se passe rien. En plus, la qualité de l'image est catastrophique, il neige. Si, un des intérêts, c'est qu'il y a Hadji qui joue, qui est une de mes idoles, donc qui était vraiment un footballeur que j'idolâtre. Et néanmoins, c'est passionnant parce qu'il faut s'attacher aux petits détails. Par exemple, comment c'est filmé. Il commence à y avoir un peu de baston dans les tribunes parce que c'est deux clubs qui vraiment s'aiment pas. Tout de suite, le caméraman revient sur le match parce que au temps de Ceausescu, on montrait pas les Roumains qui étaient unis sous la bannière du communisme. On ne se mettait pas sur la gueule. Voilà. Et je pense qu'il y a dans des entreprises un peu radicales comme ça, moi je crois plus à ça qu'à des films sur le football. Les fictions sur le football sont presque toujours décevantes et parlent assez peu de football. C'est le cas de Coup de tête parce que Patrick Devers, Jean-Jacques Hano essaye charitablement de réduire ses évolutions sur le terrain parce qu'on voit on voit bien qu'il n'a jamais joué au foot de sa vie, quoi. Et que donc le fait qu'il joue un 8e ou un quart de finale de Coupe de France relève de la science-fiction. Donc je crois plus à cet objet qui servirait de base à des tentatives radicales plutôt qu'à des fictions. Ça ne marche pas. Et tu citais alors, contrairement à la boxe, par exemple. Voilà, j'allais le dire. Tu as intéressé le match mythique de Mohamed Ali au Zaïre. Un film se prépare aux États-Unis, de fiction cette fois-ci, et qui regarde l'histoire depuis le côté des Africains. Il a totalement inversé en cerveau, c'est Rachid Bouchareb qui bosse dessus. C'est quand même hallucinant parce que là, tu as un moment de mythe
qui est incroyable. Alors le coup de sifflet final va bientôt retentir. Je veux simplement que vous me disiez l'un et l'autre, quelle est l'œuvre footballistique qui vous semble pour vous la plus émotionnelle? Qu'est-ce que peut-être la Panenka de Zidane ou autre chose? C'est quoi le geste, l'œuvre ou le moment sportif qui pour vous est une œuvre d'art? On parle d'un match comme œuvre d'art, d'un geste footballistique comme œuvre d'art ou... Un geste, un match, une figure. Moi, deux choses. Un, littérairement, je ferai un exemple sur le terrain, un exemple hors du terrain. Littérairement, ce que j'ai lu de plus ambitieux, de plus étonnant, c'est en effet Chant furieux de Philippe Bordas, où, pour parler d'un sujet strictement footballistique, les 3 derniers mois de la carrière de Zidane, il invente un langage. C'est-à-dire qu'il fusionne le français du Moyen-Âge, en gros, avec le parler des cités. Il en fait un français inouï pour parler. Voilà, il aurait pu... Déjà, l'histoire des 3 derniers mois de Zidane, en tant que telle, était suffisamment spectaculaire. Mais non, il a inventé une langue pour la dire. Donc pour moi, c'est ce que j'ai lu de plus impressionnant. Après, moi, je vais revenir à mon côté bourrin. L'œuvre d'art ultime, moi, c'est quand même le 3e but de 98, où là, j'ai compris qu'on allait la gagner. Parce que même à 2-0, à 2 minutes de la fin, instruit par 30 ans de déception et de retournement en notre défaveur, j'en étais pas sûr. Et quand il a marqué le 3e but, pour moi, voilà, c'est le chef-d'œuvre de la certitude. Moi, c'est là, j'en ai parlé au début d'Omar Diop, parce que je trouve que c'est fantastique, ce jeune créateur africain a réussi à totalement faire rentrer dans les codes des gamins d'aujourd'hui l'art contemporain africain. Et regardez cette affiche, elle est merveilleuse. Et c'est les 6 buts de Ben Barek à Marseille, dans un match, si ma mémoire est bonne, contre l'Écosse ou l'Angleterre. On est en 37. Et puis après, aucun Marseillais dira que les Arabes ne savent pas jouer au foot après les 6 buts qu'ils marquent dans un match exceptionnel. Quand maintenant t'en parles encore aux minots, à Marseille, ils connaissent le nom de Ben Barek. Et pourtant, c'est pas l'hier, comme quoi, c'est l'histoire. Merci, bravo, merci. Alors, juste avant, donc, remontez si vous trouvez une place sur la tribune pour répondre aux questions. Et puis pendant ce temps, Johan Cruyff dans ses œuvres.